Merci pour votre fidélité à la télévision Lisadel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ensemble avec Lisadel. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlons presque de tous les sujets. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement de l'éducation. Ensemble avec vous, nous allons découvrir s'il faudrait-il réellement refonder le système éducatif en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, je reçois le président du conseil de l'administration de l'ONG Lisadel comme invité du jour. Bonjour, monsieur Joseph Kodé-Kaembe. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Voilà, vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Lisadel. Votre organisation défend les droits des enfants et également des femmes. Est-ce qu'il faudrait-il améliorer ou refonder le système éducatif de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Le système éducatif congolais doit être refondé. Les réformes ne peuvent donner aucun résultat parce qu'on a fait tant de réformes et ces réformes n'ont pas donné de résultats. Ils ont produit ce que nous avons aujourd'hui. Le système éducatif congolais n'existe pas parce qu'en réalité, c'est une histoire qui a été mise en place pour répondre aux besoins de colonisateurs qui voulaient avoir des personnes qui devaient communiquer avec lui. Mais ce n'était pas un système qui a été mis en place pour former des personnes capables ou susceptibles de pouvoir répondre aux besoins du pays. Voilà pourquoi à chaque moment que nous avons des gens qui terminent l'université, qu'on recrute pour travailler, tous ces gens travaillent pour leur ventre, ne travaillent pas pour la République. Et vous allez constater que quel que soit le niveau de connaissances des personnes, toutes ces personnes travaillent pour eux-mêmes. Et même au niveau de l'armée, vous constatez que même au niveau de l'armée, tous les gens qui travaillent au niveau de l'armée n'ont pas le sens patriotique de sacrifier pour le pays. Tout le monde travaille pour l'argent. Donc c'est un grand problème réel. Et tout le mot que nous avons dans ce pays ici, tous les mots que nous avons dans ce pays, ce n'est pas la faute des Congolais, c'est la faute du système éducatif. Donc il faut refonder le système qui a des objectifs clairs. Des objectifs clairs par rapport à chaque cours qu'on donne, des objectifs clairs devant répondre aux besoins de la population. Est-ce que vous avez vu des stratégies à proposer pour refonder quand même le système éducatif de la RDC? Vous savez, quand vous entrez en contact avec les Américains, les Occidentaux, les Ouest-Africains, même quand vous allez même ici à côté de nous, en Zambie et dans d'autres pays africains, vous allez constater qu'il y a une grande différence dans le comportement, dans la manière de percevoir la gestion de la chose publique. C'est différent de nous. La population congolaise ou le peuple congolais ont montré noir sur blanc que ce sont les gens qui ont été formés pour parler français, écrire. Écrire français, parler français, écrire, ça ne doit pas être un objectif. C'est comme quelqu'un qui parle bien Chiluba, qui parle bien français, qui écrit Chiluba correctement, qui parle bien Chiluba ou Swahili ou Kikongo. Ça ne doit pas être un objectif. L'objectif de l'éducation, c'est préparer les personnes utiles pour la République. Utiles pour la République, qui doivent répondre aux besoins de l'État. Je pense que même les études que nous faisons, et quand nous terminons l'université, ce n'est pas pour gagner de l'argent. S'il faut gagner de l'argent, vous devez faire les champs. Vous devez aller vendre, vous devez faire le commerce. Mais quand vous devez terminer les études, aller vous mettre au service public, c'est pour apporter le changement dans la manière de vivre des gens, apporter la solution aux problèmes des gens. C'est ça l'intellectuel. On ne peut pas pouvoir avoir de l'argent. Mais malheureusement, le système éducatif mis en place n'a pas formé les gens à être utiles pour la République. Il a formé les gens à répondre aux besoins des communications avec l'extérieur, aussi à se servir, à travailler pour eux-mêmes. Voilà pourquoi cela fait qu'aujourd'hui, nous avons des crises multiformes. Dans tous les secteurs, il y a des crises. Parce que les personnes qui sont formées ne répondent pas aux besoins de l'État. Lorsque Mobutu décide de mettre fin à la prise en charge de l'éducation, le système éducatif congolais, bien que défaillant, mais au moins formé à l'époque des gens qui étaient utiles dans d'autres pays. Il y avait une bonne formation, un thème de formation. Et Mobutu, avec la Banque mondiale, qui affectait à l'éducation 33% du budget, Mobutu va supprimer
sur base du conseil de la Banque mondiale et FMI, Mobutu décide, avec la Banque mondiale et FMI, de réduire le budget à 1%. Au niveau de la santé, je vous ai dit autrefois que les Sud-Africains venaient se faire soigner ici au Congo, comme aujourd'hui nous partons en Afrique du Sud. Et le budget de la santé est de 10%. Mobutu a supprimé tout ça, il a ramené ça à 0,00. Quand vous voyez le système de santé être obsolète comme il est aujourd'hui, c'est à la suite de cette décision-là, à la suite du programme d'ajustement structurel, que la santé est devenue ce qu'elle est. Tout fonctionne à merveille. Au moins, même au niveau du système éducatif, ça marchait, mais sauf la vision, il n'y avait pas une vision derrière ça. Et dès qu'on a pris cette décision, tout est tombé. Et déjà, à cette époque-là, je me suis fait l'opinion claire sur Mobutu. J'ai compris que avec Mobutu, ce pays ne va pas s'en sortir. J'étais encore tout jeune, hein, en premier graduat. C'est quand j'arrive en dernière année, j'organise une révolution contre Mobutu. En 89, la révolution qui va déboucher sur la consultation populaire. Parce que nous croyons que Mobutu était à la source de tous les maux. Effectivement, Mobutu était à la source de tous les maux, parce que s'il n'aurait pas fait ce qu'il a fait avec la Banque mondiale, la situation allait être stable, mais néanmoins, on aura peu de problèmes pour réajuster notre système éducatif. Le système éducatif a été privatisé en 1991, à la suite de la demande de prêtres. On a privatisé le système, où les parents devraient prendre ainsi le système éducatif en charge. Il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de mots. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants dans la rue. C'est à la suite de tout ça. Le système congolais éducatif doit être refondé. Aujourd'hui, quand on enseigne à nos enfants l'histoire, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants à l'école? Et dans quel objectif? Quand on leur parle de Diego Gao, c'est qui? Pour régler quel problème avec Diego Gao? On ne parle jamais de Lumumba, on ne parle jamais de Kasavubu, on ne parle jamais de Tshisekedi, le père, on ne parle jamais des révolutionnaires, les gens qui sont sacrifiés pour ce pays. On ne parle jamais de Simon Kimbangu. Notre histoire devrait être consacrée à parler des choses, de personnalités qui ont fait l'histoire de notre pays. Pour que les enfants rêvent de devenir comme Lumumba. Les enfants rêvent de devenir comme Tshisekedi Mulumba. Les enfants rêvent de devenir... Non, on nous parle de choses de l'extérieur. Et on dit aux enfants de bloquer ça. Et les enfants, quand ils bloquent ça, pour faire quoi avec? Parce qu'en réalité, ça ne les profite pas. Ils peuvent vous parler de toute l'histoire qu'il a appris à l'école. Ça va lui dire quoi? Par contre, quand on apprend l'histoire à un enfant, on doit susciter dans l'enfant l'admiration de la personne pour que cet enfant-là puisse prendre celui-là comme son idole, afin de devenir comme celui-là dans sa vie. Si on parle de Kasavubu par rapport à la gestion, l'enfant dit non. L'enfant devient Kasavubu 2. Et s'ils sont nombreux, ça va créer au niveau de la société des personnes intègres. Parce qu'on a besoin de personnes intègres. Les personnes intègres se réfèrent au modèle. Nous n'avons pas de modèle. Le modèle, c'est Diego Gao. Donc, l'histoire ne dit pas. La géographie. Comment les Congolais peuvent aimer les Congos si on ne leur parle pas de leur sol, les sous-sols, et de la valeur de leur sol, le vanter? Et si on le parle, on ne parle pas des minéraux comme on parle. On parle de minéraux et leur contribution au niveau international. Et qu'est-ce que nos minéraux apportent à la vie? Et les gens doivent s'assurer que non, nous sommes un grand pays, nous avons un beau pays, qui a des minéraux qui servent le monde entier. De telle sorte qu'on mette dans la tête de l'enfant que le Congo, c'est un beau pays. Il est beau, qui doit être protégé. Si on doit parler de civisme, aimer le Congo, à l'école maternelle, déjà à l'école maternelle, l'enfant doit aimer, doit apprendre des cours de civisme. On doit parler de personnes à travers au Congo qui ont été des citoyens, qui ont porté le Congo dans leur cœur, qui ont géré le Congo et qui ont porté le Congo dans leur cœur et qui ont apporté le changement dans le pays. Et le Congo, même les gens qui sont morts pour le pays, dans le code du civisme. Quand on dit que vous devez aimer le Congo, ça ne doit pas être théorique. On doit montrer les gens qui ont aimé le Congo et comment ils ont vécu. On ne fait pas les études pour avoir de l'argent.
On fait les études pour aider la communauté. Donc, je crois que si on répète ça aux enfants régulièrement, si ça s'est dit même à l'université, je pense qu'on aura formé des générations des gens qui sont utiles pour la République. Parce que quand on dit les réformes, ce n'est pas nécessaire. On doit refondre le système. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On doit prendre toute une année d'études, on doit former les enseignants par rapport aux objectifs, aux nouveaux objectifs qu'on va s'assigner pour l'éducation. C'est alors que nous allons attendre au changement. Le changement, ce ne doit pas être un slogan. Ça doit se vivre, le changement. Alors cela exige que le système éducatif puisse être refondé. On reste dans un système, dans le système qui nous a été laissé par les colonisateurs, qui n'a pas connu des réformes fondamentales devant permettre à ce que les Congolais changent sa perception des choses, sa manière de voir, sa manière de se comporter. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés-là. Quand les gens sont, les généraux, on les corrompt. Quand les enseignants, on les corrompt. L'enseignant trouve du plaisir. Un professeur d'université trouve du plaisir à coucher une fille, enlever 0, mettre 20. À coucher une fille, enlever. Donc lui-même ne sait pas qu'il est en train de détruire la fille en question. Un garçon lui donne l'argent, il met dans la poche. Donc tout ça, c'est l'éducation, c'est le système éducatif. Parce qu'il n'a pas été formé normalement. Donc la base est mauvaise. La corruption, on ne peut pas le combattre avec les meetings. La corruption se combat au niveau de l'esprit, au niveau mental. Quand on est encore enfant, on comprend qu'on ne peut pas être corrompu. L'éducatif est biaisé. Il faut les refondre. Il faut trouver les idéologues, les visionnaires qui doivent travailler sur le système. Non pas donner au système, aux gens qui ont échoué, il faut donner aux gens qui ont des visions pour les refondre. Voilà, votre organisation a organisé pour la deuxième fois l'initiative mathématique au féminin. C'est juste pour encourager les jeunes filles de la RDC à s'intéresser aux filières de mathématiques. Ça aussi, c'est une stratégie pour vous? Oui, comme nous n'avons pas la gestion du pays, nous disons que comme nous luttons pour l'égalité du genre, pour appuyer, aller dans le même sens que le président de la République, qui est un champion en masculinité positive, nous disons qu'il faut absolument, et c'est que nous constatons, que beaucoup de nos filles qui sont intelligentes, en réalité les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Si vous constatez que même quand on était à l'école primaire, c'était toujours des filles qui étaient toujours devant. Même aux humanités, j'ai trouvé une fille de première primaire jusqu'en sixième. J'ai même ma fille qui a commencé première année jusqu'en dernière année, toujours première de la classe. Les femmes sont toujours intelligentes. Mais ce qui est vrai, c'est que quand ils arrivent en sixième, parfois ils ont fait les mathématiques, des choses faciles. Ils vont faire le marketing. Au lieu d'aborder les sciences, de devenir des ingénieurs comme les hommes, on constate qu'il y a des déficits d'ingénieurs. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut encourager les filles à aller faire le discipline scientifique. Et pour les encourager, nous avons mis en place une stratégie. Nous organisons les tests et nous mobilisons des personnes qui peuvent nous mettre à leur disposition des bourses. Les bourses deviennent attirantes pour les filles. Parce que un parent qui apprend que sa fille, il va à l'université, il a fait mathématiques, elle connaît la mathématique, il veut aller faire l'ingénierat et qu'il n'a pas de moyens, il trouve la bourse et il lui dit allez-y. Même la fille a trouvé du plaisir à y aller. Voilà pourquoi la stratégie que nous avons mis en place, c'est de trouver les bourses pour les filles qui veulent faire les sciences. Et je crois qu'à la longue, on aura aussi autant d'ingénieurs femmes, autant d'ingénieurs, de femmes qui ont fait mathématiques ingénierat, et ça va permettre à ce qu'il y ait l'équilibre. On ne peut pas parler d'égalité déjà dans le domaine scientifique quand les femmes ne s'intéressent pas à la science. Et c'est l'effort que nous faisons en sélectionnant les filles et en leur donnant les bourses pour aller faire les études universitaires, mais cette fois-là en choisissant les sciences. Le ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté a pris une décision majeure concernant l'éducation inclusive. Et cette note circulaire a été signée à la date du 14 juillet 2025 par le secrétaire général Alexis Yoka. Les établissements scolaires instruits de permettre aux élèves enceintes de continuer leur scolarité sans discrimination ni sanction. Vous, en tant que président du conseil de l'administration de l'ONG Lysadel, votre organisation défend les droits
des femmes et aussi lutte contre les inégalités. Quelle est votre impression par rapport à cette décision du ministre? La Lise Adel travaille sur la protection des enfants il y a 30 ans. Dans ce pays-ci, il n'y a pas un meilleur défenseur des droits des enfants que moi. Il n'y en a pas. Tous ces gens ont fait des ONG pour avoir de l'argent. Parce qu'on leur dit qu'il y a l'argent dans les ONG. Moi, je fais la Lise Adel par vocation. J'ai fini mes études à l'université, je suis économiste. J'ai trouvé l'offre d'emploi. Je devais travailler à la Banque centrale, à côté de Nyembu Chabagne, comme conseiller. Dieu me voulait m'engager à l'OFIDA. Dieu m'appelle à mettre en place une organisation pour lutter contre les violences sexuelles faites aux filles à l'université. Lutter pour l'accès et le métier des enfants à l'école. Je découvre qu'il y avait la loi, et quand j'ai créé l'organisation, je découvre qu'il y a la loi, qu'il y a la convention relative aux droits de l'enfant. C'est moi, Kayembe, qui ai fait la vulgarisation de la convention relative aux droits de l'enfant. C'est la Lise Adel qui a fait le plaidoyer pour qu'il y ait la loi sur la protection de l'enfant. Sur la protection de l'enfant. C'est la Lise Adel qui a fait le plaidoyer pour qu'il y ait la loi sur les violences sexuelles. Parce qu'il devait combattre les violences dans les universitaires. Et c'est la Lise Adel qui fait ses bas pour que les droits des enfants soient une réalité dans ce pays-ci. L'accès et le maintien des enfants à l'école, ce que vous appelez gratuité. C'est l'œuvre de Joseph Kodekaïm. Donc il n'y a aucune personne qui peut mieux parler des droits des enfants que moi. Quand je parle, je dis que l'enfant a droit à l'éducation. Je ne dois pas oublier que l'enfant aussi a l'obligation de respecter la loi qui lui dit, qui l'interdit d'utiliser son sexe quand il est enfant. L'enfant, au Congolais, dans la loi portant protection de l'enfant, dans la loi sur la violence sexuelle, l'enfant congolais n'a pas droit d'utiliser son sexe avant 18 ans. Quand l'enfant, pendant le parcours, il tombe grosse pendant qu'il est étudiant, cet enfant, ce n'est pas qu'il faut le condamner, l'amener en prison. Cet enfant a fait manquement à la loi. Qu'est-ce qu'on fait? En principe, on devait le mettre dans une maison de transit. On devait le mettre dans une maison de transit pour pouvoir la rééduquer. On doit la rééduquer. Mais comme on ne sait pas la mettre dans une maison, dans un foyer social pour la rééduquer, qu'est-ce qu'on fait? L'État doit prendre des dispositions pour que cet enfant soit éloigné des autres enfants pendant qu'on lui donne la formation, pendant que la formation continue, jusqu'à ce qu'il va accoucher, pour qu'il revienne. J'ai dit ça pourquoi? Parce que lorsque l'enfant est grosse, d'abord sur le plan légal, la loi portant protection de l'enfant ne l'autorise pas d'utiliser son sexe. Deuxièmement, l'acte qu'il a posé, c'est un scandale pour les enfants. Les autres enfants qui vont apprendre qu'il a été grosse seront scandalisés. Et deuxièmement, si on prend cet enfant, on le met dans le système, il va apprendre aux autres enfants, les enfants qui sont curieux, c'était comment. Il faut commencer à lui parler, à apprécier le sexe. Les autres enfants seront attirés vers le sexe. Finalement, on va se retrouver en classe avec toutes les filles avec des grossesses. Ça va donner quel spectacle? D'abord, sur le plan international, je n'ai jamais entendu nulle part, dans aucune école, où les enfants enceintes vont à l'école. Je vous donne un exemple de pays comme le Japon. Tellement que les enfants sont préoccupés par les études, ils n'ont pas le temps de s'occuper des sexes. Le sexe, c'est quand on a fini les études, même en Israël. Même aux États-Unis d'Amérique, à l'université d'Harvard, il est interdit aux étudiants de passer le temps dans le sexe. Quand on apprend, on te chasse. Toi, les nations qui évoluent prennent des dispositions pour protéger les enfants de l'usage de leur sexe. Parce que l'usage de leur sexe, quand on est enfant, ça trouble l'enfant. L'enfant trouve que c'est la fin du monde. Il oublie tout. Il y a même des enfants qui fuient la maison pour le sexe. Mais si vous devez permettre aux enfants qui sont déjà grosses, qui seront comme un modèle à l'école, ça va donner quoi? Vous pensez que pour la communauté? Il y aura l'impact sur d'autres élèves? Un impact extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est même pas une priorité. On ne peut pas sacrifier 99% d'enfants
qui sont saines au profit d'une fille qui a été abusée. On ne peut pas sacrifier 99% d'enfants qui vont pouvoir emboîter le pas de celle qui a été abusée pour faire plaisir à celle-là qui a été abusée. Ça n'a aucun sens. Nous devons réfléchir. Les actes que nous devons poser en tant qu'officiels doivent être des actes réfléchis pour éviter que ce soit un scandale pour la nation. C'est un scandale. Et le milieu éducatif, c'est un milieu très sensible. Et tout ce que l'on fait a de l'impact sur la psychologie des enfants. C'est pourquoi il faut éviter de scandaliser les enfants. Éviter de faire les choses qui vont faire que les enfants puissent trouver ça comme le modèle. Quand une fille est grosse, elle est à côté de sa collègue fille, il n'y a pas de frein. Le grand problème, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est l'éducation qui est la base de tout. Et on ne doit pas donner l'éducation à n'importe quel citoyen pour les diriger. C'est la base de tout. L'avenir de cette République, c'est le système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'éducation, on connaît tout ce que nous avons aujourd'hui. Les gens corrompus, les gens sans manière, c'est le système éducatif. Mais il ne faut pas les confier à n'importe qui. Comment on peut laisser au niveau du gouvernement, du ministère, qu'il faut permettre aux enfants grosses d'aller à l'école. Nous sommes dans un pays où les gens se promènent avec les machettes. Les gens se promènent avec les machettes. Les gens n'ont même pas du respect à la police. On coupe le bras d'un major par un type, parce qu'on l'appelle Koulouna. Quand on l'arrête au droit de l'homme, est-ce que les gens comprennent vraiment ce pays-ci? On sait, est-ce que les gens savent là où ils nous amènent? Est-ce qu'ils comprennent même ce que c'est le droit de l'homme? On est obligé à un citoyen de couper le bras d'un major ou bien d'un policier. Donc tout ça, c'est parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Même nos autorités ne comprennent rien. On est en train de tourner. Oh, ils ont peur de la communauté. Qu'est-ce que nous entendons par la communauté internationale? Moi, je suis dans le domaine des droits de l'homme. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. J'allais aux Nations Unies chaque fois. On allait avec Chebeya. Je me suis rendu compte que c'était la farce. Je me suis rendu compte que c'était la farce. C'est une histoire mise en place pour toutes les lois là. Ce sont les Africains qui sont concernés. Quand vous allez en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, où nous vient le développement, où nous vient les droits de l'homme, lorsque tu es au volant, le policier te dit, garde le volant. Tu ne bouges pas. Si tu fais ça pour t'écrater, tu as la balle ici. Tu vois un autre véhicule qui vient te prendre pour t'enterrer. Quand le policier te dit, soulève tes mains. Si tu hésites, tu as la balle. Aux États-Unis d'Amérique. Mais chez nous ici, un colonel coupe le bras d'un major. Il part avec. Et puis on lui dit, quand on les tire, au droit de l'homme, ça me dégoûte. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Quelqu'un va violer, prendre 3 bandits, prennent la fille de quelqu'un. Il la viole. Et quand on les arrête, il faut les traiter avec dignité, droit de l'homme. Or, aux États-Unis, si tu violes une femme, on te met dans le cachot des homosexuels pour te sodomiser. Pour que lorsque tu sors, tu es un peu discipliné. Il n'y a que dans ce pays-ci, on fait des choses comme les gens qui rêvent. Qui rêvent. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Je connais ce que je dis. Et je sais ce que je fais. Je crois qu'il y a lieu qu'on change l'approche. Qu'on trouve les hommes capables d'aider la République. Pourquoi dans le pays qui avance, comme le Moyen-Orient, le sexe est mis de côté pour favoriser les études? Quand l'enfant est déjà terminé, il va se mettre toute sa vie, il ne fera que ça. Toute sa vie. Mais pourquoi chez nous, on tolère n'importe quoi? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'ils soient au niveau des savoirs, nous sommes très bas, on n'a pas le temps, on est préoccupé par le sexe. Même les professeurs d'université sont préoccupés par le sexe. On tourne en rond. Professeur d'université. Un professeur d'université, quand il va prendre les filles pour les coucher, tu vois l'énergie qu'il dégage. Est-ce qu'il a le temps de se mettre pour lire? Donc, je crois que le sexe a un pouvoir. C'est pourquoi, dans les pays qui ont compris, ils prennent des dispositions pour sécuriser les enfants, pour sécuriser la société. Parce que le sexe a un pouvoir réel. Il faut séparer les enfants qui n'ont pas encore connu la vie sexuelle de ceux qui sont déjà presque mariés. De telle sorte que les épargner, renforcer les mesures par contre, pour que les enfants se contrôlent, afin de favoriser les études. Parce que les études, si une femme, une fille ou un garçon découvre le sexe très jeune, c'est fini. Il va tourner en rond. Donc voilà pourquoi je dis que
il faut qu'on prenne des mesures qui donnent lieu à l'avancement de notre pays. Quel est votre message de la fin, M. Bourdieu? Notre message Et surtout ce message aussi aux filles, parce que le message de la fin, c'est d'abord adressé à Madame la ministre de révoquer cette mesure de son secrétaire général qui donne lieu à un débat. Ils doivent s'excuser et révoquer cette mesure. Aux enfants de se consacrer aux études. Les études, c'est plus important parce que quand vous avez fini, ça vous permet de vous reclasser dans la société. Si vous avez fini normalement, parce que je n'ai jamais vu une personne intelligente qui a fini à l'université, qui chôme. Ce pays-ci a besoin des intellectuels, des cadres. On a des problèmes de connaissances et de savoir. La plupart des gens ont les papiers qu'on appelle diplômes, mais ils ne savent pas les défendre. Ça fait que quand on l'appelle pour les tests, il fuit. Il dit qu'il n'y a pas du travail au Congo pendant qu'il y a le travail parce qu'ils ont perdu le temps dans le sexe. Au lieu d'étudier, ils sont dans des sexes avec les profs, ils sont dans des sexes avec les collègues. Au lieu d'étudier à la fin, ils se retrouvent avec un papier inutile. Il aurait fallu ne pas étudier qu'aller à l'université pour sortir avec un papier inutile. Troisièmement, je fais appel à l'État congolais de prendre toutes les dispositions pour sanctionner et les professeurs d'université, qu'on doit même les chasser de l'université, et les enseignants qui vont favoriser la sexualité au niveau du secteur éducatif. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, M. Joseph Kwede Kayembe, d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous recevoir encore prochainement. C'est vrai de vous remercier. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Jodel TV. Au revoir.